Ok, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus, pour certains de loin, pour être venus assister à cette séance de thèse. Là, pendant les 45 prochaines minutes, je vais vous présenter un certain nombre de résultats que j'ai obtenus au cours de ma thèse. Déjà, comme le titre le laisse entendre, il va y avoir deux parties distinctes dans cette présentation et dans ma thèse. Tout d'abord, une partie qui est liée donc à des problématiques d'inférence géométrique sur des variétés. Et une seconde partie qui sera liée donc à des questions sur l'étude statistique des diagrammes de persistance. Donc avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais évoquer euh, pourquoi on s'intéresse à ça de manière très très générale. Ces questions-là visent à comprendre d'une certaine manière des structures géométriques qui peuvent être présentes dans certains jeux de données. Donc pour parler d'un cas très simple, là, en haut, vous avez un ensemble de points qui a l'air d'être réparti le long d'une courbe. Et donc, ce qu'on va essayer de récupérer, c'est de formaliser le fait que cet ensemble de points est proche d'une courbe. Pour ça, il y a plusieurs manières différentes, plusieurs approches. La première approche qu'on va faire, c'est donc des questions liées à l'inférence géométrique. Et là, l'objectif, ça sera de reconstruire la courbe qui est sous-jacente au nuage de points. Dans la deuxième partie, on s'intéressera à des diagrammes de persistance, qui sont des objets qui permettent de quantifier en un certain sens la topologie d'objets tels que ces nuages de points, mais aussi de jeux de données très complexes. Voilà. Donc là, on va commencer avec la première partie, qui porte donc sur l'inférence géométrique. Donc, tout d'abord, pour rentrer dans le sujet, je pense qu'une bonne motivation est donnée par la statistique en grande dimension. Donc, qu'est-ce qui se passe en statistique grande dimension? On va avoir accès à Xn, qui est un ensemble de n points qui sont distribués aléatoirement dans Rd, c'est-à-dire dans un espace de grande dimension. Pourquoi on parle de statistique en grande dimension? Parce que justement, grand D, la dimension ambiante de nos observations, va être beaucoup plus grande par rapport au nombre d'observations n auxquelles on a accès. Donc là, un exemple typique où on est dans ce régime-là, c'est lorsqu'on a un jeu de données qui est composé d'images. Quand on a un jeu de données composé d'images, alors chaque image peut être représentée par un vecteur de dimension grand D, où grand D va être le nombre de pixels. Donc, typiquement, plusieurs millions. Tandis que n, notre nombre d'observations, ça va être quoi? Ça peut être quelque chose comme l'ordre du millier ou la dizaine de milliers, mais ça reste beaucoup plus petit que la dimension ambiante. Donc ce qui va se passer dans ce régime-là, dans ce cadre des statistiques en grande dimension, c'est qu'il y a un grand nombre de stratégies qui vont fonctionner usuellement dans le cadre basse dimension, qui vont complètement s'arrêter de fonctionner. Donc voilà, cet ensemble de phénomènes-là, on l'appelle en général le fléau de la dimension. Et ça montre qu'il est nécessaire de faire un changement de paradigme et de construire de nouveaux jeux d'hypothèses sous lesquels de nouvelles techniques pourraient fonctionner. Et là, en fait, il y a une hypothèse qui va être une hypothèse clé, qui va être de supposer qu'il y a une structure, d'une manière ou d'une autre, de basse dimension, qui est sous-jacente à nos observations. Donc, avant de rentrer dans les détails plus mathématiques de ce qu'on entend par là, j'aimerais bien motiver la raison pour laquelle on fait ce genre d'hypothèse. Et sans doute, un des exemples les plus frappants pour comprendre pourquoi ce genre d'hypothèse est nécessaire est de s'intéresser à la manière la plus simple de générer des points aléatoirement dans un espace de grande dimension. Donc on avait dit que nos observations étaient donc un ensemble de n réalisations aléatoires dans Rd, et certainement la manière la plus simple de générer des points aléatoires dans R grand D, c'est de tirer une liste de points uniformément entre 0 et 1, le tout indépendant. Maintenant, quand on fait quelque chose comme ça, et qu'on représente donc une telle réalisation d'un vecteur aléatoire sous la forme d'une image, en juste regardant la liste des intensités des pixels, on obtient quelque chose de ce type-là. Donc ça, c'est une image aléatoire en ce sens-là. Or, on se doute que si on s'intéresse à des jeux d'images pour lesquels on a envie de faire la classification ou de répondre à des questions statistiques intéressantes, alors les images auxquelles on aura accès, ça ne sera pas du bruit blanc comme ça, mais ça sera des images avec beaucoup plus de structure. Et là, cette présence de structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un certain sens, il y a beaucoup de redondance entre les différentes entrées de nos vecteurs aléatoires. Et donc, il faudra supposer qu'il y a beaucoup plus de structures sous-jacentes à la loi qui génère nos données. Donc voilà. Tout ça, c'est assez peu précis mathématiquement. Et en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de manières différentes de rendre ça mathématiquement précis. Moi, ici, je vais m'intéresser à une manière possible de rendre ça mathématiquement précis, qui consiste à dire que notre observation, nos jeux d'observation Xn, va être proche de ce qu'on va appeler une variété grand M. Je ne vais pas du tout rentrer dans le formalisme mathématique de ce que c'est qu'une variété.
Pour nous, il faut juste se dire qu'une variété, c'est la généralisation d'une courbe en dimension 1 ou d'une surface en dimension 2 à des dimensions potentiellement supérieures. Mais vous pouvez toujours remplacer dans votre tête le mot variété par surface si vous voulez. Et donc à partir de là, notre objectif, ça va être le suivant. On a xn, donc nos n points aléatoires. On sait que c'est proche d'une certaine variété m, et notre objectif, ça va être de proposer une reconstruction m chapeau basée sur notre ensemble de points, qui va être proche de m. Proche de m, pour ça, pour définir ce que c'est, il faut définir une notion de distance. La distance qu'on va utiliser, c'est la distance de Hausdorff entre sous-ensembles de RD. Là, je ne vais pas avoir le temps de définir précisément ce que c'est que cette distance, mais il faut juste se dire que c'est une distance usuelle entre compacts de RD qui va quantifier ce que c'est que la plus grande erreur qu'on fait en comparant la plus grande distance possible entre deux compacts. Donc voilà, là on s'est donné notre objectif, donc allons-y, essayons avec un premier exemple. Ici j'ai un ensemble de points, et admettons que quelqu'un vienne me voir et me donne cet ensemble de points et me dit « Allez-y, retrouvez la courbe sous-jacente à ces points ». Donc moi j'ai fait des études en mathématiques, je me dis que là il y a une courbe que je reconnais peut-être, ça serait ça. Bon, alors en fait, là il se trouve que la personne vient me voir et fait « Ben non, en fait tu t'es complètement trompé, il se trouve que ce nuage de points je l'ai tiré sur cette courbe-là ». Donc là forcément, bah, on a envie de dire « Ok, très bien, c'est vrai que cet ensemble de points est proche de la courbe que tu as indiquée, mais pourtant dans un certain sens on va dire que la personne a triché ». Pourquoi? Parce que cette courbe, d'une part, elle est très peu régulière par rapport au nombre de points, et aussi il y a plein de zones de cette courbe qui ne sont pas échantillonnées. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que pour construire des procédures statistiques raisonnables, on sera obligé de faire des hypothèses sur la régularité de nos objets. C'est-à-dire qu'on devra supposer que nos variétés ont une certaine régularité. Bon. Et là, pour quantifier la régularité d'une variété, il y a une quantité qui va être fondamentale, c'est ce qu'on appelle le reach, ou la portée d'une variété. Donc comment on définit cette quantité? Ce qu'il faut faire, c'est imaginer qu'on a accès à une petite bille, et qu'on va essayer de faire rouler cette petite bille le long de notre variété. Donc par exemple, on a accès à une courbe et on essaie de faire rouler la bille le long de la courbe. Là, ce qui va se passer, c'est que si on prend une bille trop grosse, alors ça va cogner, on ne va pas réussir à la faire rouler tout le long de la courbe. Par exemple, dans l'exemple ici à gauche, vous voyez que si vous prenez la grosse bille rouge, elle ne va pas réussir à passer au milieu de la variété parce que vous voyez une structure en goulot d'étranglement. Donc ça vous dit que... et donc, comment on définit le reach? Excusez-moi. Le reach, c'est le rayon de la plus grosse boule qu'on arrive à faire rouler le long de la variété. Donc là, vous avez une bille en rouge que vous n'arrivez pas à faire rouler, ça veut dire que le reach est plus petit que cette quantité-là. Et en fait, le reach va être donné par la taille de la plus petite structure en goulot d'étranglement, qui est ici donnée par la bille que j'ai indiquée en pointillé. Donc qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que le reach, ça va contrôler une sorte de régularité globale de notre variété. Il y a une deuxième chose que va contrôler le reach, c'est une régularité qui est beaucoup plus locale. Pourquoi? Donc ça, c'est le cas que j'ai indiqué à droite. Si vous avez une variété qui est trop courbée, alors en prenant encore une fois une bille qui va être trop grosse, vous n'arriverez pas à atteindre les parties très courbées de cette variété. Donc ça nous dit qu'avoir un grand reach, ça implique que notre variété ne peut pas être courbée. Donc ça nous dit que le reach va contrôler aussi une régularité locale de notre variété. Donc par la suite, tout ce qu'on fera, c'est dans la suite, on supposera toujours que nos variétés ont un reach qui sera plus grand qu'une certaine constante donnée. Et donc par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ce qu'on appelle un modèle statistique. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle statistique? C'est un ensemble de distributions mu, tel que par la suite, on supposera qu'on aura accès à un n échantillon qui aura été tiré selon cette loi mu. Donc voilà, c'est les hypothèses minimales qu'on va faire sur la manière dont sont échantillonnés nos points. Et donc on va introduire ce modèle statistique qui en fait, pour la première fois, a été introduit dans un papier de Genovese et ses co-auteurs, qui dépend donc d'un certain nombre de paramètres, mais ce qui compte, c'est que c'est l'ensemble des distributions mu qui sont supportées sur une certaine variété grand M de dimension petit d, c'est un premier paramètre. Comme je l'ai dit précédemment, on veut que ces variétés soient assez régulières, donc on va supposer que ces variétés ont un reach plus grand qu'une certaine constante tau min, et aussi on veut que la manière dont on échantillonne ces points soit relativement uniforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va supposer que nos distributions mu ont une densité petit f, et que cette densité petit f va être minorée par une certaine constante f min et majorée par une certaine constante f max. Cette condition-là, elle va nous assurer que quand on échantillonne des points selon cette densité, alors toutes les régions de la variété seront à peu près autant échantillonnées.
Ok, donc voilà, c'est ça les hypothèses qu'on va faire sur la manière dont nos points sont distribués. Maintenant, donc, voilà, on sait qu'on a observé n points qui sont tirés selon le loi mu qui appartient donc à ce modèle statistique, et on veut proposer une reconstruction. C'est ce qu'on appelle aussi un estimateur. Qu'est-ce que c'est qu'un estimateur? C'est une fonction de nos observations qui, on espère, va être proche de la vraie variété sous-jacente. Pour quantifier à quel point c'est proche, on introduit une notion qu'on appelle le mu-risque de notre estimateur. Qu'est-ce que c'est le mu-risque? Ça va être la distance moyenne entre votre estimateur et la variété quand vos points ont été tirés selon la loi mu. Quand vous avez n points tirés selon la loi mu. Donc évidemment, vous voulez construire un estimateur avec un mu-risque le plus petit possible. Maintenant, nous, en fait, on ne connaît pas mu. Ce qu'on va faire, c'est plus supposer que mu appartient à notre modèle statistique P. Donc, ce qui est plus intéressant de contrôler, c'est ce qu'on appelle le risque, ça va être le risque uniforme sur tout le modèle statistique. C'est-à-dire le suprémum sur toutes les lois mu de votre ensemble P du mu-risque de votre estimateur. Et donc maintenant, ce que vous voulez faire, c'est trouver le meilleur estimateur en ce sens-là, c'est-à-dire vous allez considérer ce qu'on appelle le risque minimax sur ce modèle, qui est l'inf sur tous les estimateurs du risque uniforme de votre estimateur sur le modèle. Donc là, c'est une quantité qui tend vers 0 quand le nombre d'observations tend vers l'infini. Plus vous avez d'observations, plus vous serez capable de faire des bonnes estimations. Et en fait, il se trouve qu'on sait exactement à quelle vitesse ce risque minimax tend vers 0. Il se trouve que si vous avez n observations, alors vous pouvez construire un estimateur qui atteint la précision log n sur n à la puissance 2 sur d, à une constante près. Et on sait que cette vitesse est la bonne. Donc ça, c'est un résultat qui provient d'une part d'un papier de Genovese et ses co-auteurs et d'autre part de Kimezu. Donc allons-y, essayons de construire un estimateur minimax de variété. Pour ce faire, on va utiliser une notion qui s'appelle la T-enveloppe convexe. Donc comment ça fonctionne? Tout d'abord, il faut choisir une échelle T. Donc voilà, je choisis une échelle T et je regarde le disque de rayon T. Et donc maintenant, je vais construire la T-enveloppe convexe de cet ensemble de points A. Pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait se balader le disque de rayon A autour de notre ensemble. Là, hop, je mets mon disque ici. Et ce que je vais faire, c'est que dès que je vois qu'il y a 3 points qui sont inclus dans ce disque, je mets le triangle associé. Donc là, je mets un triangle. Ensuite, je fais bouger un peu mon disque. Je vois qu'il y a à nouveau 3 points dans mon disque. Je mets à nouveau le triangle. Là, je mets mon disque ici. Je vois qu'il y a tout un tas de points qui sont dans mon disque. Je mets l'enveloppe convexe associée à tous ces points-là. Et je continue à faire ça pour tous les points de mon ensemble. Et à la fin, j'obtiens un objet que j'ai ici tracé en noir qu'on appelle la T-enveloppe convexe de mon ensemble A. Donc cet ensemble, on peut le définir mathématiquement. C'est l'union sur tous les sous-ensembles sigma de A de l'enveloppe convexe de sigma. Et je restreins l'union aux ensembles sigma qui sont de rayons plus petits que T. C'est-à-dire, c'est les ensembles qu'on peut mettre dans une boule de rayon T. Donc voilà, ça me fait donc une famille d'objets qui dépendent d'un paramètre T. On peut faire des observations préliminaires, notamment si je choisis T égale 0, alors j'ai un disque de rayon 0, et donc en fait je ne vais jamais relier des points, donc en fait la 0 enveloppe convexe dans l'ensemble, c'est l'ensemble lui-même. Et je peux regarder l'autre cas extrême, c'est si je choisis T égale infini, et dans ce cas-là, j'ai une très très grande boule dans laquelle je pourrais inclure tout mon ensemble, et donc j'aurai l'enveloppe convexe de l'ensemble. Donc en fait, cette T enveloppe convexe, ça va faire une interpolation entre un ensemble et son enveloppe convexe à l'échelle T. Et donc c'est ça que je vais choisir comme estimateur. Et là, en fait, ce que je peux voir, c'est que cette T enveloppe convexe va se comporter assez différemment selon mon choix de T. Le choix de T va être capital ici. Essentiellement, soit je vais choisir T trop petit, soit je vais choisir T trop gros. Choisir T trop petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai choisi tellement petit qu'il va y avoir des trous dans mon ensemble, dans ma reconstruction. Donc là, ces trous, c'est quoi? C'est les zones que j'ai entourées en rouge. C'est des zones qui vont, entre guillemets, manquer dans ma reconstruction. J'aurais raté. Donc ça veut dire que j'ai choisi T trop petit. Choisir T trop gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai choisi T tellement gros que je commence à avoir des gros pâtés partout, et donc la reconstruction est aussi mauvaise. Donc finalement, qu'est-ce que je veux faire? Je vais choisir T le plus petit possible, mais de sorte qu'il n'y ait pas de trou. Donc pour ça, il faut définir mathématiquement ce que ça veut dire ne pas avoir de trou. Une manière de le faire, c'est de dire que ne pas avoir de trou, ça veut dire que la projection de la T-enveloppe convexe sur la variété est surjective. Donc c'est comme ça qu'on va définir ce que ça veut dire ne pas avoir de trou. Et donc ensuite, on va définir une valeur seuil qu'on va appeler T étoile A, qui est la plus petite valeur, donc l'inf dt, telle qu'il n'y a pas de trou. Et donc maintenant, notre objectif, c'est de choisir T qui est plus grand que T étoile A, puisqu'on ne veut pas avoir de trou, mais ça reste assez petit.
Donc là, il y a une première remarque qui, je pense, est importante, c'est que T étoile A, en pratique, on n'a aucune idée de ce que c'est, parce que pour connaître T étoile A, a priori, il faut connaître la variété. Donc voilà, première remarque. Mais quand même, on aimerait bien choisir T plus grand que ce seuil. Donc il y a une proposition qui nous laisse entendre que même c'est une très bonne idée de choisir T plus grand que ce seuil, qui nous dit que si on choisit T plus grand que cette valeur seuil, alors la distance entre la T enveloppe convexe et la variété est contrôlée par T carré sur le reach. C'est-à-dire qu'on a donc un contrôle qui est quadratique en T. Très bien. Et donc avec cette petite proposition, on est capable ensuite d'avoir donc un théorème. Ce théorème va nous dire quoi? Il va nous dire que si je prends mon n échantillon aléatoire xn, qui est donc la réalisation de n points que j'ai tirés selon une loi mu qui est dans mon modèle statistique, et que je choisis t d'un certain ordre de grandeur, alors ça se passera bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en fait, je peux montrer que ce seuil t étoile de xn, dans le cas où xn est un n échantillon aléatoire, alors il va être d'ordre log n sur n à la puissance 1 sur d. Donc, si je choisis t de cet ordre de grandeur, mais avec une grosse constante devant, il y aura de grandes chances que t soit plus grand que cette valeur seuil et que donc tout se passe bien. Donc bon, du coup, c'est ce qu'on fait, on choisit t de cet ordre de grandeur. Et alors, avec grande probabilité, j'ai un contrôle en t carré, par la proposition précédente. Et en t carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire log n sur n à la puissance 2 sur d. Or, ceci, c'est la vitesse minimax, donc on sait que dans ce sens minimax, on ne peut pas faire mieux. Pour le dire autrement, on a construit ici un estimateur minimax de variété. Ok? Donc, tout ça, c'est très bien, mais en fait, il y a quand même un petit problème là-dedans. Pourquoi? Parce que donc j'ai dit, il faut choisir l'échelle t de l'ordre log n sur n à la puissance 1 sur d. Mais ça, c'est un ordre de grandeur. Et donc mon théorème mathématique me dit qu'il faut choisir t de l'ordre une constante qui va dépendre de certains trucs, fois ce log n sur n à la puissance 1 sur d. Et là, le problème, c'est que ces certains trucs, ça va être quoi? Ça va être d'une part la dimension de ma variété. Donc ça, on peut toujours se dire qu'on peut l'estimer. Mais aussi de f min. F min, c'était quoi? C'était la borne inférieure sur la densité qu'on avait supposé exister. Or, en pratique, moi, je vous donne un ensemble de points, vous n'avez aucune idée ce que peut valoir ce f min. Donc ça veut dire qu'en pratique, on ne sait pas du tout comment choisir t. Ça, en fait, c'est pas un problème qui est restreint à cet estimateur. Il y a d'autres estimateurs minimax qui ont été proposés dans la littérature et qui aussi vont être face à ce genre de problème de calibrage de paramètres. Maintenant, l'avantage qu'il a, cet estimateur-là, c'est qu'il est particulièrement simple. Il dépend d'un unique paramètre t. Et donc, du coup, il y a des chances, il y a des espoirs qu'on puisse construire des procédures de sélection de paramètres pour cet hyperparamètre t. Donc là, il y a une grande littérature sur comment choisir des hyperparamètres en statistique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la littérature, mais nous, ce qu'on va faire, c'est s'inspirer, adapter une méthode particulière, qui est la méthode PCO, qui a été introduite par Lacour, Massard et Rivoire, à notre cadre. Donc, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est que cette méthode PCO, on va juste parler de sa philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie de la méthode PCO? Eh bien, ça nous dit la chose suivante. Imaginez que vous avez une famille d'estimateurs et que vous voulez choisir un estimateur en cette famille. Bah alors, une bonne manière pour faire ça, c'est de comparer chaque estimateur de votre famille au pire estimateur de la famille. Vous comparez chaque estimateur à un estimateur qui est le plus mauvais. Le plus mauvais, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'estimateur qui sera le plus dans un régime de surapprentissage ici. Et alors, si on fait ça, il y a des bonnes chances que ça va nous donner des informations sur la manière dont on pourrait sélectionner un bon estimateur dans notre famille. Donc, si on veut adapter la méthode PCO, la bonne question à se poser, c'est quoi ici l'estimateur, le pire estimateur? Bon, ben, il se trouve qu'en fait, la pire chose qu'on puisse faire, c'est juste choisir t égale 0, c'est-à-dire regarder la 0 enveloppe convexe dans l'ensemble. Et si vous vous souvenez bien, la 0 enveloppe convexe dans l'ensemble, c'est l'ensemble lui-même. Donc, si on veut adapter la méthode PCO, ce qu'il s'agira de faire, c'est de regarder la distance entre la t enveloppe convexe dans l'ensemble et l'ensemble lui-même. Bon. Il se trouve que cette fonction, ce concept a déjà été introduit dans un papier d'Atali, Liotier et Salinas, où donc ils introduisaient cette fonction-là, qui dépend donc d'un ensemble grand A, et qu'on appelle le défaut de convexité de l'ensemble grand A. Qu'est-ce que c'est que ce défaut de convexité? C'est vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est une fonction qui, à l'échelle t, va nous donner la distance entre la t enveloppe convexe de l'ensemble et l'ensemble lui-même. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre à quoi ressemble la t enveloppe le défaut de convexité dans n échantillons aléatoires xn. Pour ça, il y a une première bonne idée, c'est de se demander à quoi ça ressemble
le défaut de convexité d'une variété. Il se trouve qu'on peut montrer que le défaut de convexité d'une variété croît au plus quadratiquement. Voilà. Donc le défaut de convexité d'une variété, ça a une croissance sous-quadratique. Au plus, ça croît en t carré sur le Ricci. Donc du coup, on pourrait se dire que si on prend un n échantillon aléatoire xn, on observera aussi ce comportement sous-quadratique. Alors là, vous avez un exemple où j'ai donc n points aléatoires sur le tore. Et quand on trace le défaut de convexité, vous pouvez voir que c'est vrai, on observe ce régime sous-quadratique, une très faible croissance, mais à partir d'une certaine valeur. Dans un premier régime, en fait, ce qu'on va observer, c'est que la fonction va croître de manière complètement linéaire. Et ensuite, à partir d'une certaine valeur, on commencera à observer le régime variété, en un certain sens. Bon, là, il se trouve que le moment où on passe d'un régime à l'autre, on peut montrer que ça correspond à cette valeur seuil t étoile de xn. Et ça, en fait, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que le défaut de convexité, c'est une fonction qu'on peut tracer uniquement à partir des observations. Il n'y a pas besoin de connaître de f-min ou de paramètres comme ça. Et d'autre part, d'après ce que je viens de vous dire, avec ce défaut de convexité, on peut observer deux régimes différents. Et donc, en particulier, on peut observer là où on passe d'un régime à l'autre. C'est-à-dire, on peut observer la valeur seuil t étoile de xn. Or, ce que je vous disais précédemment, c'est qu'une bonne idée pour choisir un paramètre, une échelle t, c'était de choisir une échelle t qui était supérieure à cette valeur seuil. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il suffit de choisir une échelle t qui va être dans le régime sous-quadratique de cette fonction. Donc ça, on peut le rendre plus formel avec la définition suivante. Où ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir une pente lambda entre 0 et 1, et on va tracer la droite de pente lambda. Et ensuite, donc là, il y a un certain nombre de détails techniques que je vais mettre sous le tapis, mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder le point d'intersection de cette droite-là avec le défaut de convexité de notre ensemble. Et alors, quand on regarde à quel est l'abscisse de ce point d'intersection-là, ça va donner une échelle t, et c'est une bonne idée de sélectionner cette échelle t. Cette échelle t va en fait sélectionner cette procédure va sélectionner une échelle t qui est un peu supérieure à t étoile de xn. Donc voilà, là vous avez un exemple avec l'échelle sélectionnée dans le cas de points près d'un cercle. Et donc ça, on peut le transformer en théorème, qui va nous dire que donc, en fait, c'est un théorème très similaire au théorème précédent. Vous êtes dans le même cas, vous avez n points aléatoires tirés d'une certaine loi mu qui appartient à votre modèle statistique. Et alors, quand on regarde la t enveloppe convexe de notre échantillon, où t est choisi, donc comme je l'ai expliqué précédemment, alors on obtient un estimateur qui a un risque d'ordre log n sur n à la puissance 2 sur d. Donc c'est la même vitesse que précédemment. La chose qu'on a gagnée, c'est que maintenant, le paramètre t, on sait comment le choisir en pratique avec nos données. On n'a plus besoin de connaître des paramètres qui définissent notre modèle comme f-min. Donc là, ça, on appelle ça un résultat d'adaptivité. Et donc, dans ce cas, on dit que notre estimateur est un estimateur minimax de variété. Très bien. Donc ça clôt la première partie sur l'estimation de variété. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie sur donc, les diagrammes de persistance et comment établir des procédures statistiques avec ces diagrammes de persistance. Donc tout d'abord, je vais prendre un petit moment pour expliquer précisément ce que sont les diagrammes de persistance. Et pour ça, je vais parler d'un domaine qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec les maths, qui est l'alpinisme. Alors ce qui se passe en alpinisme, c'est que les gens ont voulu établir des listes des plus grands sommets. Par exemple, on a voulu établir la liste de tous les sommets qui font plus de 7000 mètres. Pour ça, en fait, il faut définir précisément ce que c'est qu'un sommet. Et ça, c'est quelque chose qui a priori l'air facile, mais c'est pas si facile. Il y aurait une première idée naturelle, ça serait de dire qu'un sommet, c'est quoi ? C'est un maximum local de la fonction altitude. On a une fonction altitude qui est définie sur le globe, et bien un maximum local, on dit c'est ça un sommet. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on obtient beaucoup trop de sommets. Pourquoi ? Tout simplement parce que la surface de la Terre, c'est une surface qui est très irrégulière, donc on a énormément de petits maximums locaux, dont notamment des maximums locaux qu'on a envie de dire ne sont pas réellement des sommets, mais plus des artefacts qui sont dus au fait qu'on a une surface très irrégulière. Donc en fait, pour définir un sommet, il y a une idée qui est plus maligne et qui consiste à faire la chose suivante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'il y a un déluge qui arrive et que donc le niveau de la mer monte et monte petit à petit. Au cours de ce processus, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des îlots qui vont se former, et quand le niveau de la mer monte et monte, ces îlots vont être de plus en plus petits jusqu'à ce que les îles se fassent engloutir. D'accord ? Et donc, ce qu'on peut regarder, c'est pour chaque île dans ce processus, certaines quantités. Là, par exemple, vous avez une grosse île qu'on va appeler grand I, qui apparaît à un certain niveau de la mer petit b. On appelle ça donc le temps de naissance de l'île. Ensuite,
le niveau de l'eau monte et monte et monte, jusqu'à un certain niveau de la mer, petit d, plus élevé, qu'on appelle le temps de mort de l'île, où l'île se fait complètement engloutir. Et on peut par ailleurs remarquer qu'au moment où l'île se fait engloutir, alors elle est réduite à un unique point, qui est forcément un maximum local de la fonction altitude. Alors, comment on va définir un pic? On va dire qu'un point X est un pic si l'île associée au cours de ce processus a ce qu'on va appeler une persistance plus grande qu'un certain seuil. Et qu'est-ce que c'est que la persistance de l'île? C'est le temps de vie de l'île au cours de ce processus, c'est-à-dire D moins B. D'accord? Donc on regarde juste le temps de vie de l'île au cours de ce processus, ce qu'on appelle sa persistance, et on dit, bon voilà, un point est un pic si la persistance de l'île est plus grande qu'une certaine valeur fixée. Par exemple, pour établir la liste des sommets de plus de 7000 mètres, la valeur seuil qui est utilisée, c'est 91 mètres, c'est-à-dire 300 pieds. Donc maintenant, il y a une manière de résumer tout ça, c'est avec ce qu'on appelle un diagramme de persistance. Qu'est-ce que c'est qu'un diagramme de persistance? C'est une collection de points dans le plan, tels que chaque point dans mon objet va correspondre à une île dans le processus. Et donc, l'abscisse de ce point, c'est quoi? Ça va être le temps de naissance de l'île, donc le niveau de la mer à laquelle l'île s'est formée, tandis que l'ordonnée, c'est le temps de mort de l'île, c'est-à-dire le niveau de la mer auquel l'île a été engloutie. D'accord? Et donc, avec cette représentation-là, donc chaque point correspond à une île, et vous pouvez lire de manière très facile ce que c'est que la persistance d'une île. La persistance d'une île, ça sera donné par la longueur du trait que j'ai indiqué en pointillé ici. D'accord? Donc notamment, si vous voulez regarder l'ensemble des îles avec une persistance plus grande que 91 mètres, vous tracez une droite qui est à distance 91 mètres de la diagonale, et les points au-dessus de cette droite, ça vous donne les îles dans votre bout de carte. Ici, par exemple, il y avait une unique île, c'est-à-dire un unique sommet dans votre carte qui était donné par l'île que je vous indiquais précédemment. Donc voilà, ça c'est la manière dont on définit le diagramme de persistance dans ce cas précis. De manière plus générale, on peut définir des diagrammes de persistance dans un cadre très général. Donc là, je ne vais pas du tout définir comment on fait ça de manière générale, mais il y a un moyen de définir le diagramme de persistance d'une fonction phi dès que cette fonction phi, on va dire, est positive, continue, et définie sur un espace topologique assez raisonnable. Il y a un cas qui va être particulièrement intéressant pour nous, c'est le cas où on prend phi qui est égal à la distance fonction à un certain ensemble A. Dans ce cas-là, on obtient un diagramme qu'on appelle le diagramme de persistance de Čech de l'ensemble A, et ce diagramme de persistance va nous donner des informations sur la topologie de l'ensemble A. Là, par exemple, vous avez un ensemble de points qui est près d'un tore, et donc j'ai regardé là à droite le diagramme de persistance de Čech de cet ensemble de points. Et ce que vous allez observer dans ce diagramme de persistance, c'est deux points de haute persistance, loin de la diagonale, qui correspondent en fait aux deux trous que vous avez dans le tore. Dans le tore, vous avez deux trous, et ça correspond à ces deux points du diagramme de persistance. Et ensuite, vous avez un grand nombre de points de petite persistance qui correspondent en un certain sens au bruit topologique, c'est-à-dire c'est dû au fait que vous n'avez pas exactement accès à votre tore, mais à un échantillon qui l'approche. Voilà. Donc ça, on appelle ça le diagramme de persistance de Čech de l'ensemble A. Maintenant, nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est des questions de nature statistique. Donc, dans un cadre statistique, on sera souvent amené à avoir non pas un diagramme de persistance, mais une collection de diagrammes de persistance. Donc voilà, pour donner un exemple très simple, on pourrait imaginer qu'on a accès à plusieurs cartes qui correspondent à différents bouts de la France, et pour chaque bout de carte, on aura un diagramme de persistance de la fonction altitude. Et donc maintenant, on a une collection de diagrammes de persistance, et on peut être amené à se poser des questions de nature topologique comme c'est quoi la topologie moyenne de notre ensemble de cartes. On peut aussi se poser des questions de classification du type je vous donne une nouvelle carte, est-ce que ça représente un relief montagneux ou pas à partir du diagramme de persistance. Donc pour ça, il faut être capable d'établir des procédures statistiques à partir du diagramme de persistance. Et pour ce faire, il y a une première chose qui va être utile, ça va être de définir des distances entre diagrammes de persistance. Donc c'est fait de la manière suivante. Je vais donner A et B, c'est donc deux diagrammes de persistance. A, ça va être fait de 4 points bleus et B de 3 points rouges. Pour définir une distance, je vais d'abord définir ce que c'est qu'un appariement entre A et B. Qu'est-ce que c'est qu'un appariement? Ça va être une bijection entre mes points bleus union à diagonale et mes points rouges union à diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que chaque point bleu, je vais soit l'apparier à la diagonale, soit à un autre point rouge. Donc ça me fait, et donc je fais ceci de manière bijective. Et les points rouges qui n'ont pas été associés à un point bleu au cours de ces processus, je les envoie sur la diagonale aussi. D'accord? Donc j'appelle ça un appariement. Maintenant, à chaque appariement, je peux associer un coût.
Comment je fais? Je fixe un petit paramètre P, puis un réel supérieur à 1, et je vais dire que le coût associé à un appariement, c'est la somme des longueurs qui apparaissent dans l'appariement à la puissance P. Donc maintenant, pour chaque appariement, j'ai un coût. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un appariement de coût minimal. Ici, par exemple, l'appariement de coût minimal, c'est celui-là. C'est celui qui va minimiser la somme des distances à la puissance P. Et quand je regarde le coût de cet appariement minimal à la puissance 1 sur P, ça me donne une quantité qui va en fait être une distance, définir une bonne notion de distance entre mon diagramme de persistance A et mon diagramme de persistance B. Et donc c'est cette distance-là que je vais utiliser par la suite pour comparer mes diagrammes de persistance. Donc voilà, ça c'est une première quantité qui va être utile. Il y a une deuxième quantité utile, c'est ce qu'on va appeler la P-persistance totale d'un diagramme. Donc la P-persistance totale, c'est quoi? C'est une manière de mesurer la taille d'un diagramme de persistance. Encore une fois, ça dépend d'un paramètre P. Et ce qu'on va faire, c'est simplement sommer la persistance à la puissance P de tous les points qu'il y a dans mon diagramme. Donc il faut vraiment le voir comme une mesure de la complexité. Et maintenant, je vais introduire grand dP, qui va être l'espace de mes diagrammes de persistance, et je me restreins aux diagrammes de persistance qui ont une P-persistance totale finie. Donc là, cette condition d'avoir une P-persistance totale finie, elle n'est pas automatiquement vérifiée, parce que je vais m'autoriser à avoir des diagrammes de persistance avec un nombre infini de points. Ça, c'est pour des raisons de complétude de l'espace, notamment. Et donc voilà, maintenant je vais regarder cet espace des diagrammes de persistance grand dP, qui est un espace métrique, muni de cette distance petit dp. Très bien. Et maintenant, avant d'aller plus loin, en fait, on va faire un petit changement de point de vue. Jusqu'à maintenant, j'ai dit qu'un diagramme de persistance, c'était un ensemble. C'est-à-dire, j'ai dit un diagramme de persistance, c'est une collection de points qui vit dans le demi-plan supérieur. En fait, il y a un autre point de vue qui est complètement équivalent, mais qui s'avère être plus riche, qui consiste à considérer que nos diagrammes de persistance, ce sont des mesures. Comment on fait ça? C'est assez simple en fait. Dès que vous avez un point X dans votre diagramme de persistance, vous allez regarder la masse de Dirac au point X. Et ensuite, vous sommez ça sur tous vos points de votre diagramme. Ça vous fait une mesure. Et c'est assez facile de se convaincre que regarder cette mesure ou mon ensemble A, c'est complètement équivalent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est considérer maintenant que nos diagrammes de persistance, ce sont des mesures. Et l'avantage quand on fait ça, c'est que maintenant, rien ne nous empêche de regarder un espace plus grand. Cet espace, ça va être quoi? C'est un espace que je vais appeler MP, qui va être l'ensemble des mesures de radon. Donc maintenant, je ne regarde plus uniquement les mesures de la forme somme des Dirac, mais toutes les mesures sur mon demi-plan, qui vont aussi satisfaire une condition de finitude similaire. Et cet espace-là, je vais l'appeler l'espace des mesures persistantes. Donc c'est un espace qui est plus grand. Et en fait, ça va être assez utile dans plusieurs cas d'introduire cet espace plus grand. De plus, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il existe une distance qui est tirée du transport optimal sur cet espace des mesures persistantes, qu'on appelle la distance de Figeli-Gigli, ou FGP, qui va bien étendre notre distance entre diagrammes petit dp. Donc voilà, là vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc construit, grâce à cette distance-là, une extension métrique de notre espace diagramme de persistance en un espace plus grand, qu'on va appeler l'espace des mesures persistantes. Donc maintenant, la seule différence, c'est que vous vous autorisez plus uniquement à avoir un ensemble de points, mais vous pouvez avoir des mesures très générales sur votre demi-plan. Donc nous, ça va nous servir à deux choses. D'une part, à établir des théorèmes limites sur les diagrammes de persistance, et d'autre part, à définir des notions de moyenne entre nos diagrammes de persistance. Très bien. Donc tout d'abord, parlons donc de ces théorèmes limites. On a un résultat... donc, ce que je vous avais évoqué précédemment, c'est que quand vous regardez un ensemble de points sur le tore et que vous regardez le diagramme de persistance de Čech associé, ce que vous allez observer, c'est d'une part deux points de haute persistance qui correspondent donc à la topologie du tore, et ensuite un grand nombre de points de petite persistance qui correspondent en sens à du bruit topologique. Et donc on peut se demander, est-ce que ce bruit topologique il est complètement aléatoire ou est-ce qu'il a une certaine structure? Et donc là, c'est une question à laquelle je me suis intéressé avec Wolfgang Polonik, où on a essayé de répondre à cette question-là dans un cas simple, où nos points sont échantillonnés sur un cube. Donc on a des points qui vont être échantillonnés sur un cube, donc dans un formalisme très similaire au formalisme précédent, et on va regarder le diagramme de persistance associé. Donc voilà, donc on a une densité f, et on tire des points selon cette densité f. Avec ça, on va avoir un n échantillon xn, et ensuite donc, je renormalise tout, donc je multiplie tout par n puissance 1 sur d, c'est juste une normalisation, et je peux regarder le diagramme de persistance de Čech associé, donc que je vais appeler AN. Maintenant, il se trouve que quand je renormalise bien, c'est-à-dire que quand je regarde non pas AN, mais AN divisé par N, donc là, attention, cet objet-là, du coup, ce n'est plus un diagramme de persistance, mais une mesure plus générale, donc que j'appelle une mesure persistante, alors cet objet-là va converger vers un objet limite. Cet objet limite, c'est juste une mesure persistante mu, qui est donc une certaine mesure. Donc voilà, là j'ai vraiment une sorte de loi des grands nombres sur mes diagrammes de persistance.
Et cette convergence, c'est en quel sens? C'est au sens de la métrique de Figelli-Gigli que j'ai évoquée précédemment. Donc là, je voudrais insister sur le fait que pour que ce résultat ait du sens, je suis obligé d'introduire ces métriques de Figelli-Gigli puisque je n'ai plus des diagrammes de persistance, mais des objets plus généraux. Donc ça, en particulier, ça m'implique quelque chose de plus particulier, qui est donc que la P persistance totale dans tel diagramme va être d'ordre n puissance 1 moins P sur D. Donc voilà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cet ordre de grandeur, on voit que la dimension apparaît. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que finalement, ce bruit topologique, il n'est pas complètement aléatoire, mais sa taille va nous donner des infos sur la géométrie de l'échantillonnage, puisqu'on retrouve la dimension. La taille du bruit topologique donc, va être liée à la dimension de l'ensemble d'échantillonnage. Donc voilà. Donc c'est juste pour nous dire que ce n'est pas complètement aléatoire, il y a quand même de la structure dans cet ensemble de points-là. Voilà, ça c'était donc le premier résultat. Le deuxième résultat, ça va être donc sur comment définir des moyennes de diagrammes de persistance. Je vous rappelle donc le cadre statistique. J'ai plusieurs objets, par exemple plusieurs cartes. Et pour chaque carte, je vais regarder un diagramme de persistance associé. Maintenant, j'aimerais bien définir une moyenne entre ces diagrammes de persistance. En fait, autant définir la moyenne d'ensemble, a priori, c'est assez compliqué. Maintenant, je dis que ces objets-là, ce sont des mesures. C'est particulièrement simple de faire la moyenne de mesures. Je peux juste sommer mes mesures et diviser par le nombre d'observations. Là, il n'y a pas de problème pour définir ça. Et en fait, je vais juste dire que c'est ça, la moyenne de mes diagrammes. Ça va être un objet qui ne sera donc plus un diagramme de persistance, mais une mesure persistante plus générale, qui est donc définie comme vraiment la moyenne empirique de mes diagrammes. Voilà. Donc ça, c'est pour définir la moyenne empirique d'un nombre fini de diagrammes. De manière plus générale, je peux définir la moyenne d'une loi de probabilité sur l'espace diagramme de persistance. Donc cet objet, que j'appelle donc le diagramme de persistance moyen, que je note E de P, c'est donc une mesure persistante, un élément de MP, qui va être défini par dualité. Donc défini par dualité par cette relation-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette relation? Elle nous dit que la mesure d'un ensemble B donné, c'est par définition le nombre de points moyens qui vont tomber dans le diagramme de persistance, qui vont tomber dans cette région B, quand mon diagramme de persistance est tiré aléatoirement selon la loi P. Voilà. C'est une définition, ça me définit bien une mesure. Et c'est l'analogue de la moyenne empirique à un cas plus général. Donc cet objet-là, a priori, c'est un objet qu'on a défini par dualité, rien ne nous dit qu'il a des bonnes propriétés. Donc là, on a un premier résultat qui va nous dire qu'en fait, dans un grand nombre de situations, cet objet-là a effectivement des bonnes propriétés. C'est-à-dire que c'est un objet qui va avoir une densité, notamment. Donc, un cas particulier de ce théorème général va nous dire quoi? Va nous dire que si on tire des points sur une variété, donc là, par exemple, vous avez n points aléatoires sur un tore, et que vous regardez le diagramme de persistance de Čech associé, alors ce que vous obtenez donc, c'est un diagramme de persistance aléatoire. Donc vous pouvez regarder l'espérance de ce diagramme de persistance aléatoire, qui va donc être une mesure sur le plan. Bon, il se trouve que si nos points ont été tirés avec une densité, alors l'espérance aura aussi une densité. Ce sera une mesure à densité sur le plan. De plus, si la manière dont on a tiré les points est avec une densité qui est lisse, alors le diagramme de persistance aura une densité qui sera lisse aussi. Donc on a vraiment un théorème de structure qui nous dit que le diagramme de persistance moyen est un objet qui est aussi lisse que la manière dont sont générés les points sous-jacents. Très bien. Donc voilà, donc on sait que ces diagrammes de persistance sont des objets qui ont des bonnes propriétés, mais en pratique, nous, on n'aura jamais accès à la loi P qui a généré nos diagrammes de persistance. De manière plus réaliste, on aura accès à un nombre fini, à un échantillon de diagrammes de persistance. Et on pourra donc uniquement calculer la moyenne empirique de nos diagrammes de persistance. Bon, il se trouve que cependant, on peut montrer que cette moyenne empirique va bien approcher l'espérance. C'est-à-dire que si on se donne donc un AK qui est un cas échantillon de loi P, sous certaines hypothèses de finitude de nos diagrammes de persistance que je ne vais pas détailler, on peut montrer que la moyenne empirique va bien approcher la vraie moyenne au sens des distances de Figelli-Gigli, avec une certaine vitesse de convergence. C'est-à-dire que la distance de Figelli à la puissance P va être d'ordre K puissance moins 1,5. Donc on a une vitesse paramétrique. Et donc encore une fois, je voudrais insister sur le fait que pour que ce résultat ait du sens, on a besoin d'introduire la distance de Figelli-Gigli. Puisque là, encore une fois, ces objets ne sont plus des diagrammes de persistance, mais des mesures persistantes plus générales. Voilà. Donc avec ça, je vais arrêter l'exposé. Je vais juste conclure en rappelant ce dont on a parlé. Dans la première partie, ce qu'on a fait, c'est que donc on a proposé un estimateur de variété qui est adaptatif, c'est-à-dire qui va automatiquement sélectionner une bonne échelle.
Donc ça, c'est bien, mais il y a encore certaines faiblesses dans cette construction. Notamment, il y a une faiblesse qui est assez claire, c'est que cette procédure est très peu sensible à l'ajout de valeurs aberrantes dans nos données. Donc il y aurait une extension naturelle de ce projet qui serait de faire la même chose, mais d'essayer de construire une méthode qui est par nature non sensible aux valeurs aberrantes. Après, dans la deuxième partie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc évoqué les diagrammes de persistance et on a montré qu'en prenant un point de vue mesure sur ces diagrammes de persistance, ça nous permet de répondre à un certain nombre de questions statistiques. Et en fait, il y a une sorte de métathéorème qui nous dit que dès qu'on a une technique de machine learning qui est reliée à des problématiques de transport optimal, alors il y a de grandes chances qu'elle puisse être traduite dans le cadre des diagrammes de persistance. Parce que ces distances de Figeli-Gigli que j'évoquais, ce sont des distances de transport optimal. Et donc ça, notamment, ça ouvre la porte à un certain nombre de techniques dans l'espace diagramme de persistance, comme par exemple, on peut se poser des problèmes de quantification de diagramme de persistance. On peut aussi regarder des distances entre diagrammes qui sont avec une régulation anthropique ou des problèmes de différenciation dans l'espace diagramme de persistance. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Alors, ah oui, il faut que tu appuies sur le bouton, sinon je pense qu'il t'entend pas. Ouais, j'ai deviné, il me semble. Donc la question, c'est si j'avais des questions pour Vincent, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Pas vraiment au-delà de ce qu'il y avait déjà dans mon rapport. Enfin, c'est un travail vraiment Mm. super.